Il y a un truc qui peut arriver qu'aux pays qui ont inventé le football. C'est pas perdre un match, c'est pas rater un tournoi, c'est même pas enchaîner une mauvaise période. C'est le moment où un pays entier commence à perdre le lien avec le sport qu'il a lui-même créé. Et c'est exactement ce qui arrive à l'Italie en ce moment. On parle d'un pays 4 fois champion du monde. Seul le Brésil a fait mieux dans toute l'histoire de la compétition. L'Italie a organisé la Coupe du Monde 1934 et l'a gagnée, puis elle a gagné la suivante en 1938. Entre 50 et 2014, elle a joué 16 des 17 Coupes du Monde avec une seule absence en 58. Et elle a enchaîné 14 participations de suite entre 62 et 2014. C'est le pays de Giancinto Facchetti, de Paolo Maldini, de Gianluigi Buffon, de Fabio Cannavaro et de Franco Baresi que le football a perdu il y a quelques jours à peine. Bref, si le football existe tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce pays. Et pourtant, depuis une maudite nuit de mars à Zenica, cette Italie est devenue le premier champion du monde de l'histoire à rater 3 Coupes du Monde de suite. 2018, 2022, 2026. Aujourd'hui, tout le monde le dit, le football italien vit son pire moment depuis presque 40 ans. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment un pays fondateur du football a disparu de son propre sport. Mais surtout, je vais te raconter ces 16 jours de juillet où l'Italie n'a pas juste raté la Coupe du Monde. Elle a détruit le plan qui devait la sauver. Parce que ce qui s'est passé après l'élimination est peut-être encore pire que l'élimination elle-même. Un géant qui tombe, ça arrive, mais un géant qui sabote lui-même l'équipe venue le relever, ça, on l'avait jamais vu. Avant de te raconter la suite, mets-toi bien une chose en tête. L'Italie, c'est pas juste une grande nation du football parmi d'autres. L'Italie a pratiquement cofondé le football tel qu'on le connaît. Ses 2 premiers titres, en 34 et 38, arrivent à une époque où personne ne savait si la compétition allait survivre 10 ans de plus, ou si les guerres allaient tout simplement rayer la planète de la carte. Heureusement, le tournoi a survécu. Et après une longue reconstruction, l'Italie d'Enzo Bearzot, portée par l'improbable soulier d'or de Paolo Rossi, gagne une 3e étoile en 1982. Puis en 2006, sous Marcello Lippi, avec Fabio Cannavaro qui soulève le trophée à Berlin. Elle en gagne une 4e. Et entre ces titres, elle a été finaliste, demi-finaliste, quart de finaliste, mais toujours présente. Puis arrive novembre 2017. L'Italie joue à Milan sa place pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, en barrage aller-retour contre la Suède. Et elle perd. Gianluigi Buffon, en larmes devant les caméras, dit que pour la première fois, les Italiens ont déçu ce maillot qu'il aime tant. Le pays entre en deuil. Mais dans toutes les chroniques, sur tous les plateaux télé, dans tous les bars avec un écran, tout le monde pense la même chose. C'est un accident, un truc qui n'arrive qu'une fois. Ça se reproduira plus. Alerte spoiler, ça s'est reproduit. Mars 2022, l'Italie de Roberto Mancini, championne d'Europe à Wembley moins d'1 an plus tôt, joue la Macédoine du Nord à Palerme pour une place au Qatar. Elle touche les montants, elle domine la possession et elle perd 1-0 sur un but d'Aleksandar Trakowski à la 93e minute. Cette fois, le deuil est plus silencieux. Il y a moins de larmes, le pays commence à accepter. Comme on accepte un diagnostic qu'on redoutait, que quelque chose est cassé en profondeur. Puis arrive la maudite nuit de Zenica. L'Italie a terminé 2e de son groupe de qualification pour 2026. Derrière, la Norvège, qui l'a battue 2 fois sur la route du mondial. En demi-finale de barrage, à Bergame, elle élimine l'Irlande du Nord grâce à des buts de Sandro Tonali et Moiskina. Puis elle va en Bosnie. Et le match démarre parfaitement. Sur une erreur de relance du gardien bosnien, Nicolo Barella décale Moiskina, qui ouvre le score dès la 15e minute. Pendant une demi-heure, l'Italie a un pied en Amérique. Et puis, tout bascule juste avant la pause. Alessandro Bastoni rate son tacle sur Amar Memic, lancé en profondeur. Dernier défenseur, carton rouge direct à la 41e. L'Italie va jouer plus d'1 heure à 10 contre 11. Elle se recroqueville, elle subit. Donnarumma multiplie les parades. Mais à la 79e, sur un énième centre bosnien, Haris Tabakovic reprend un ballon repoussé par le gardien italien et égalise. 1-1. La prolongation ne change rien. Arrivent les tirs au but et l'Italie perd la séance 4-1. Donnarumma quitte la pelouse. Gennaro Gattuso, en poste depuis moins d'1 an après avoir remplacé Luciano Spalletti, se présente face aux caméras et dit qu'il est désolé de ne pas avoir réussi. Une phrase que tous les sélectionneurs italiens répètent depuis 10 ans. L'Italie devient le premier champion du monde de l'histoire à manquer 3 Coupes du Monde consécutives. Et quand tu regardes les chiffres autour, c'est encore pire. Depuis son titre à Berlin en 2006, l'Italie n'a plus gagné un seul match à élimination directe en Coupe du Monde. Ses 2 dernières participations en 2010 et 2014 se sont terminées dès la phase de groupe. Depuis cette finale de Berlin, l'Italie a raté plus de Coupes du Monde qu'elle n'en a joué. Le Curaçao, le Cap-Vert, l'Ouzbékistan et la Jordanie, les 4 pays qui ont découvert la Coupe du Monde cet été, ont joué plus de matchs de Coupe du Monde que l'Italie sur les 12 dernières années. Et attention, toutes les absences ne se valent pas.
Le Danemark aussi a raté 2026. Le Nigeria l'a raté. La Roumanie l'a raté. Mais aucune de ces absences ne veut dire ce que l'absence italienne veut dire. Le Danemark n'a pas inventé ce sport. Le Nigeria n'était pas à Rome en 1934. L'absence de l'Italie, c'est une crise existentielle géante qui ne fait qu'empirer. Alors, qu'est-ce qui s'est cassé concrètement? La réponse facile, c'est la Serie A. Dans les années 90, le championnat italien était, sans aucun débat sérieux, le meilleur du monde. Le Milan, la Juventus, l'Inter, la Roma, la Lazio et Parme attiraient régulièrement les meilleurs joueurs de la planète. Les clubs italiens ont disputé 6 finales de Ligue des Champions consécutives entre 1993 et 1998. Puis Luciano Moggi est passé par là. Son nom ne te dit peut-être rien, c'était le directeur général de la Juventus, l'homme au centre du Calciopoli, le scandale de 2006 où des dirigeants a influencé la désignation des arbitres. La Juventus reléguée en Série B, des titres retirés et l'image du football italien salie pour toujours. Le championnat a pris un coup dont il ne s'est jamais vraiment relevé. Ensuite, l'argent a bougé. Les clubs anglais, boostés par des droits télé que les propriétaires italiens ne pouvaient pas suivre, se sont mis à payer des salaires que les clubs italiens ne pouvaient pas offrir. L'Espagne a construit une dynastie autour du duo Real-Barça, l'Allemagne a investi dans la formation et l'Italie est restée immobile. Et elle a doucement arrêté d'être l'endroit où les meilleurs joueurs du monde venaient faire leurs preuves. Résultat, le vivier de la sélection s'est rétréci. Alors, est-ce que le problème c'est que l'Italie ne produit plus de talent? Absolument pas. L'Italie produit encore des joueurs. Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde. Sandro Tonali, avant sa suspension, était l'un des meilleurs milieux d'Europe. Moise Kean, Federico Chiesa, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Francesco Pio Esposito, Riccardo Calafiori, aucun de ces noms n'est une superstar mondiale. D'accord, mais si t'avais donné ces 11 noms à n'importe quel analyste il y a 5 ans, personne ne t'aurait dit que cette équipe serait incapable de passer la Bosnie sur un match sec de barrage. Et c'est exactement ça le point. Le problème n'est pas que l'Italie a arrêté de produire du talent. Le problème, c'est que l'institution autour de ce talent n'arrive plus à le convertir. Tous les essais pour reconstruire depuis 2018 se sont terminés pareil. Une nouvelle élimination, un nouveau limogeage, une nouvelle commission, un nouveau projet. Ventura, Mancini, Spalletti, Gattuso, chacun est arrivé avec une mission, et chacun est reparti avec la même phrase dans son interview de départ, celle qui explique que son expérience sur le banc de la sélection est arrivée à son terme. Et c'est là que commence l'été 2026, parce que dans les 8 semaines qui ont suivi Zenica, le football italien a essayé d'organiser son propre sauvetage. Et ce sauvetage, encore plus que la chute, va te montrer ce qui est vraiment arrivé à la relation entre ce pays et le sport qu'il dirigeait autrefois. Dans les 72 heures qui ont suivi la défaite de Zenica, toute la direction du football italien a disparu. Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne qui avait présidé aux 3 échecs de qualification, démissionne le 2 avril. Gianluigi Buffon, chef de la délégation de la sélection, démissionne le même jour. Gattuso suit quelques jours plus tard, moins d'1 an après avoir pris le poste. En une seule semaine, le pays perd son sélectionneur, son président de fédération et son gardien le plus titré reconverti en dirigeant. L'Italie entre dans l'été sans coach, sans président et sans plan. L'élection fédérale arrive le 22 juin et c'est Giovanni Malago qui la gagne. Malago a passé plus de 10 ans à la tête du CONI, le comité olympique italien, et il vient tout juste de présider les Jeux d'hiver de Milan-Cortina 2026. Sur le papier, c'est un étranger à la politique du football, et c'est exactement pour ça qu'on l'a choisi. Il est là pour faire disjoncter le système et repartir sur des bases neuves. Le projet qu'il hérite, il le décrit lui-même dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport, comme une ère qui exigera de l'imprévisibilité calculée. Il va vite et sa première grande décision, c'est de rappeler Paolo Maldini. Maldini, 58 ans, a dirigé pendant 5 ans le secteur sportif de l'AC Milan, jusqu'à son départ plutôt hostile en juin 2023, imposé par le propriétaire américain Jerry Cardinale. Ces années milanaises ont produit le Scudetto 2022, le premier du club en 11 ans, et ont fait de lui l'un des dirigeants les plus respectés d'Europe. Et Malago lui offre quelque chose qu'aucun homme n'a jamais eu en Italie. Il serait le premier directeur technique de l'histoire de la sélection à porter officiellement ce titre. Il présiderait aussi le Club Italia, l'organe qui gère toutes les équipes nationales, toutes catégories d'âge, hommes et femmes. Un contrat de 4 ans jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030. Un poste créé sur mesure, avec un pouvoir qu'aucun prédécesseur n'a jamais eu. L'idée, comme Malago l'explique le 12 juillet au moment de l'annonce, c'est de construire une colonne vertébrale technique placée au-dessus des pressions politiques de court terme, pour donner enfin au football italien une identité cohérente, depuis les académies de jeunes jusqu'à la sélection A. Maldini dit oui à une seule condition. Il veut l'autonomie totale sur le choix du prochain sélectionneur. Il amène avec lui son ancien coéquipier du Milan,
Leonardo comme conseiller. Leonardo, l'ancien international brésilien, a dirigé le secteur sportif du Milan et celui du Paris Saint-Germain. Leur histoire commune remonte au Milan, champion d'Italie de la saison 98-99, où ils jouaient ensemble. À eux deux, ils forment l'un des duos des dirigeants les plus titrés jamais réunis par une fédération nationale. Et détail important, ni l'un ni l'autre ne sont des hommes de la fédération. Leonardo a grandi au Brésil et s'est révélé à Sao Paulo. Maldini a passé toute sa carrière dans un seul club italien. Aucun des deux n'a jamais travaillé à la fédération. Et c'était exactement le but. Malago avait promis une rupture avec le passé. Il allait chercher deux hommes de l'extérieur. Et ils se mettent au travail. Leur première cible, c'est Pep Guardiola. Maldini prend l'avion pour Barcelone en personne pour le convaincre. Pendant 3 jours, lui et Leonardo enchaînent les réunions avec Guardiola et lui présentent un projet de reconstruction de l'Italie depuis les académies. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Italia, la fédération était prête à faire un effort budgétaire exceptionnel pour le payer. Mais Guardiola, qui vient de quitter Manchester City après 10 ans et qui prévoit de prendre au moins une année loin des bancs, répond directement à Maldini que c'est pas le bon moment. Il remercie la fédération et il explique que ses raisons sont personnelles, surtout familiales, et qu'il a des doutes sur un rôle en sélection sans contact quotidien avec les joueurs. Il refuse. La cible parallèle, c'est Carlo Ancelotti. Sauf qu'Ancelotti a déjà prolongé son contrat avec le Brésil jusqu'à jouer en 2030, avant même la Coupe du Monde. Et son premier tournoi à la tête de la Seleção s'est terminé par une élimination au 8e de finale contre la Norvège, la pire sortie du Brésil depuis 1990. Quand Maldini l'appelle, Ancelotti écoute, remercie la fédération et décline. La raison qu'il donne, c'est la loyauté. Le Brésil l'a accueilli après le Real Madrid et veut prouver qu'il en est digne. 2 des 3 entraîneurs les plus titrés du monde viennent de dire non. Il reste Andrea Pirlo. Pirlo, encore sous contrat avec Dubai United aux Émirats, est présenté en interne comme un bâtisseur, un coach qui peut grandir avec un projet plutôt que d'y être parachuté. Et Maldini a écarté les alternatives internes. Antonio Conte, vu comme un coach qui change de club tous les 2 ans en moyenne, incapable de s'engager sur un cycle de 4 ans. Roberto Mancini, il a coupé les ponts avec la fédération quand il est parti en Arabie Saoudite en 2023, pour un salaire estimé à 25 millions d'euros par an. Pirlo, dans le plan de Maldini, c'est la réponse. Pirlo, dans celui de Malago, c'est un problème. Parce que Pirlo, depuis octobre 2025, est ambassadeur mondial de Funbet, une société de paris sportifs russe avec des liens qui remontent à 2022. Il est aussi, via ses employeurs de Dubaï, proche de Sergei Lomakin, l'homme d'affaires russe présenté comme le principal investisseur derrière son club, un lien avec Funbet que les 2 parties démentent. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les relations entre l'Italie et la Russie sont devenues politiquement intouchables. Des membres du ministère des Sports, qui réclamaient déjà publiquement du changement à la fédération, commencent à s'attaquer à cette nomination. Des politiques de tous les bords s'y mettent. Et puis, le Corriere della Sera publie pire. Le journal révèle que le fils de Pirlo et le fils de Maldini travaillent dans la même société de conseil aux footballeurs. Une question de conflit d'intérêts que les critiques comparent immédiatement à une polémique de 2016, qui avait bloqué une possible nomination de Marcello Lippi pour des raisons similaires. Maintenant, imagine Malago. La veille de ce conseil fédéral décisif, élu 1 mois plus tôt sur une promesse de stabilité, assis sur une nomination de Pirlo que la politique étrangère de son propre gouvernement a rendue radioactive en 72 heures. Assis sur un directeur technique dont le fils et celui de Pirlo peuvent faire la une des journaux dès mercredi. S'il approuve le coach, il perd le gouvernement. S'il bloque le coach, il perd l'équipe de direction qu'il vient d'embaucher. Il n'y a pas de troisième porte. Il a bloqué le coach. Le lundi 27 juillet, la fédération reconnaît que le projet sportif conçu par Maldini et Leonardo s'est effondré. Pirlo publie un communiqué pour retirer sa candidature et remercier les 2 hommes de leur soutien. Et le soir même, Maldini et Leonardo démissionnent. 16 jours en poste, aucun sélectionneur nommé, aucun projet livré. Un contrat de 4 ans entré dans l'histoire pour avoir duré 2 semaines. La raison publique, ce sont les paris russes. La vraie raison, d'après la Gazzetta dello Sport, le Corriere della Sera et tous les journalistes italiens sérieux qui couvrent l'affaire, c'est l'autonomie. Maldini avait accepté le poste à la condition de choisir le coach. Et Malago, au moment décisif, a choisi de bloquer le choix. Le président n'a pas juste mis son veto sur un nom, il a mis son veto sur le principe fondateur du projet pour lequel il avait recruté Maldini. À partir de là, il ne restait plus aucune version du poste à occuper. Alors Maldini et Leonardo sont partis. Leur communiqué était poli. Le sous-entendu beaucoup moins. Tu peux appeler ça une démission, mais ça ressemble beaucoup plus à une expulsion. Il existe un livre écrit par un archéologue américain, Joseph Tainter, publié en 1988, L'effondrement des sociétés complexes.
Tainter a passé des décennies à étudier pourquoi des civilisations autrefois dominantes, l'Empire romain d'Occident, les Mayas, la société Chaco du sud-ouest américain, ont fini par s'écrouler. Et sa réponse n'est pas celle que la plupart des gens attendaient. Selon lui, les sociétés complexes ne s'effondrent pas parce qu'elles manquent de ressources, ni parce qu'elles sont conquises, ni à cause d'une décision catastrophique de leurs dirigeants. Elles s'effondrent parce que la complexité elle-même a des rendements décroissants. Concrètement, à chaque problème, une société répond en ajoutant une couche, une nouvelle taxe pour financer une nouvelle administration, pour faire respecter une nouvelle loi pour régler un nouveau problème. Et chaque couche supplémentaire rapporte moins que la précédente. À la fin, entretenir toute cette machinerie devient le plus gros problème de la société. Et ajouter de la complexité ne rapporte plus rien du tout, ça coûte. À ce moment-là, une société a deux options. Se simplifier, ce qu'aucune ne fait volontairement ou presque, ou s'effondrer sous le poids de la machine qu'elle a construite pour se sauver. Et le football italien en ce moment, c'est un cas d'école de la théorie Tainter. Regarde le plan de sauvetage de 2026. Il fallait un poste qui n'avait jamais existé, directeur technique de la sélection, ce qui exigeait une nouvelle définition du club italien, ce qui exigeait de modifier les statuts de la fédération pour que le président ne soit plus le seul à pouvoir la diriger, ce qui exigeait un président venu de l'extérieur appelé en secours après le départ forcé de son prédécesseur, ce qui a produit le recrutement de deux des dirigeants les plus respectés d'Europe. Ce qui a lancé une chasse aux sélectionneurs qui a commencé par les deux meilleurs coachs du monde, s'est rabattu sur une troisième option torpillée par un dossier de politique étrangère, et s'est effondré 16 jours plus tard dans une bataille de bureau sur l'autonomie, que personne n'a osé nommer publiquement. Chaque couche a été ajoutée pour régler un problème. Chaque couche a rapporté moins que la précédente. Chaque acteur de cette histoire a agi rationnellement dans sa propre couche, et la somme de toutes ces décisions rationnelles a donné un échec systémique total. Et là, arrive le clou du spectacle. Le 28 juillet, moins de 48 heures après le départ de Maldini, Malago tient une conférence de presse et annonce deux nominations. Roberto Mancini revient comme sélectionneur de l'Italie pour la deuxième fois, et Claudio Ranieri récupère le poste de directeur technique que Maldini vient de quitter. Mancini a 61 ans. Son premier passage sur le banc italien a duré de mai 2018 à août 2023. Dedans, il y a l'Euro gagné à Wembley, une série record de 37 matchs sans défaite, et aussi l'élimination contre la Macédoine du Nord à Palerme. Il a démissionné en août 2023 pour entraîner l'Arabie Saoudite, et à l'été 2026, le voilà de nouveau disponible. Ranieri a 74 ans. Il a gagné la Première Ligue avec Leicester en 2016, il a entraîné plus de 20 clubs en presque 40 ans de carrière. Il a pris sa retraite plusieurs fois avant de revenir à chaque fois. L'âge cumulé du nouveau sélectionneur et du nouveau directeur technique de l'Italie, 135 ans. Le discours dans les médias italiens, et honnêtement, il se défend, c'est que ce sont les deux seules personnes du pays avec encore assez de crédibilité pour stabiliser le navire. Sauf que ce discours, c'est exactement la théorie de Tainter. Les rendements décroissants ne ressemblent pas à une catastrophe sur le moment, ils ressemblent à du recyclage, et ressemblent à un pays qui n'a plus de réponse neuve. Alors, il repasse en revue les anciennes, en espérant que la machine fonctionne encore. Mancini a déjà échoué à ce poste une fois. Comme l'a dit Fabio Capello, la manière dont il a quitté le pays pour l'argent saoudien était tout simplement honteuse. Ranieri, lui, avait déjà publiquement refusé un poste avec l'Italie, quand la fédération l'avait approché en 2025, pendant la recherche qui a fini par déboucher sur Gattuso. On lui demande aujourd'hui de diriger la même fédération qu'il a refusée il y a un an, depuis un autre fauteuil, dans un pays objectivement en plus mauvais état qu'à l'époque. Rien dans ces nominations ne ressemble à un plan, c'est du bricolage fait dans l'urgence, par un président qui vient de passer son premier mois au poste à faire fuir deux des dirigeants les plus titrés d'Europe, juste parce qu'ils refusaient de respecter la base de leur contrat. Et la suite compte moins que ce qui s'est déjà passé. L'Italie va jouer les qualifications de l'Euro 2028, elle va probablement se qualifier. Puis elle va attaquer les qualifications de la Coupe du Monde 2030 avec un sélectionneur de bientôt 65 ans, un directeur technique qui approchera les 80 et une fédération qui en 8 ans a consommé 5 sélectionneurs, 3 présidents, 2 directeurs techniques et tous les plans de sauvetage sérieux que le football italien pouvait imaginer. À ce stade, l'absence de l'Italie d'une Coupe du Monde n'est même plus un choc. Le vrai choc, c'est de regarder un pays qui a encore des options, mais qui n'a plus la capacité d'en faire tenir une seule. Chaque option qu'il attrape, soit elle lui dit non, soit elle claque la porte. Soit c'est du recyclage d'une version précédente du même problème. Ranieri était déjà à la retraite. Mancini était déjà parti. Guardiola a de meilleures raisons de dire non. Et Ancelotti entraîne le pays contre lequel l'Italie s'est construite. Dans le langage de Tainter, c'est exactement à ça que ressemble un effondrement vu de l'intérieur. Ça ressemble pas à une fin, ça ressemble à une série d'épisodes qui reviennent, chacun avec une nouvelle solution qui tient un peu moins longtemps que la précédente.
Et tu sais c'est quoi la vraie question maintenant? C'est pas de savoir si Roberto Mancini peut gagner l'Euro 2028, c'est pas de savoir si Claudio Ranieri peut stabiliser la fédération, la vraie question, c'est de savoir si quelqu'un dans le football italien aura le courage de regarder les faits en face. Après avoir échoué à produire des stars et galéré à trouver un coach, l'Italie devrait peut-être arrêter de se comporter comme une superpuissance du football, arrêter de chercher un sauveur, arrêter d'entretenir une machine géante qui ne produit plus rien, accepter sa vraie place, revoir ses ambitions à la baisse et repartir de là tout en bas avec humilité. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et si cette vidéo t'a plu, lâche un like et abonne-toi, ça nous aide vraiment à continuer.